Ce régime est comme ses prédécesseurs. Le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande de son peuple et son attachement au combat de Lumumba et de Tshisekedi, aujourd'hui, il déclare se désolidariser de l'actuel régime. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Basé sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, avec les détournements. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Étienne Tshisekedi Lumumba, mon maître. La communauté nationale et internationale, de sa forte volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à San City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un état de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative et ainsi de suite, et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'il y a le retombé dans la vie de la société, de notre population? Non, cela n'est pas inclusif. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Messieurs, Mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MLP, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Fang Diongo. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir de questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin, tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà vos numéros de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous aider que ce n'est pas des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître John peut vous donner déjà le texte électronique tout de suite là. Maître John, tu peux lui donner le texte électronique, il peut donner à tous les journalistes. Donc, le texte électronique et le texte, il faut qu'une personne garde lui-même. Il faut distribuer à tout de la presse les gens qui ont besoin. Partout là-bas, là, il a, et au milieu, ceux qui ont besoin du texte, parce que les gens poseront des questions par rapport au texte. Donc, nous allons nous convenir de la méthodologie. Donc, je vais donner l'économie. L'économie sur quoi? L'évaluation porte sur le parcours du MLP. Le parcours du MLP et la gouvernance actuelle pour nous permettre de comprendre, tirer des conclusions et prendre des résolutions. Ici, je ne vais lire que les résolutions. Au niveau du MLP, il y a des choses qui sont internes lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'on ne peut pas vous dire, et des choses que nous pouvons vous dire. Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sand City, Île de Gorée, Genval, et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Et pourquoi? On a été obligé de faire cette évaluation
pour savoir si on n'est pas dans la bonne direction. Faudra-t-il introduire les facteurs correctifs? Si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faudra faire pour répondre aux besoins des citoyens congolais? La nature de notre combat dans la création du parti, c'est d'abord de défendre la démocratie. Transformer la RDC à un État de droit. C'est un parti qui a la vocation de s'opposer aux forces de statu quo pour les changements réels. C'est comme ça que tout son combat, il est dans l'opposition radicale pour obtenir le changement réel. À la fin de l'évaluation du parti, nous sommes rassurés que nous sommes dans la bonne voie. Le parti est très constant, bien qu'il y ait des gens qui sont morts, qui sont partis en exil, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés injustement, qui ont des séquelles de dictature. Les partis continuent à vivre. Les partis continuent à s'engager. Et le parti a renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme les rouleaux compresseurs qui le parti est un état du combat, et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nèvres ou à Lèvres quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez des collègues qui étaient avec moi en prison qui sont là. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est un état de combat, état psychologique de s'engager dans la lutte. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, c'est vaste la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va présenter ce matin, c'est seulement une synthèse parce que l'évaluation a donné 182 pages. C'est de 182 pages qu'on a extrait 21 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC à un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a brossé les questions, les considérations économiques générales du pays dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement d'un État, comme dans notre pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partent là-bas, et dans les dépenses d'investissement, comme j'ai parlé des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port à eau profonde de Banana, 2. Les projets de 100 jours, 3. Les projets de 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées respecte les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des considérations économiques et sociales, nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation. On doit en parler également sur la gratuité des éducations. Parce que nous sommes à une année préélectorale. Les questions des élections doivent également être abordées. Au-delà des questions électorales, donc, nous avons également parlé de l'état de siège et la crise à l'est du Congo. Je termine par là, parce que nous allons nous lever. Je vais demander à l'assistante de se lever pour garder 1 minute de silence, en mémoire de tous ceux qui sont décédés pour combattre pour l'indépendance, tous ceux qui sont décédés pour combattre pour la démocratie, également de nombreuses Congolaises et Congolais
qui sont en train d'être assassinés à cause de la crise de l'Est et la guerre à l'Est. Gardons une minute de silence en solidarité avec nos frères et sœurs. Je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je vais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous me conclure, ou nous allons conclure ensemble. À Sun City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratique en RDC, à travers les nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc votre humble serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution, l'actuelle constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sun City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un État de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de lois pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative, ainsi de suite, et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition. De sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de l'accord global inclusif, de la rédaction de la constitution, à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés, et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. C'est légal et constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie, c'est qu'on a un président de l'opposition, qui a fait l'opposition, qui a été victime de cela. Mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parle pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour que le Congo soit un État de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, à tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un antipatrie, comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais leur donner, ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application.
Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ce qui justifie, bien entendu, les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde tourne du côté du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la Constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient les fonctions des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. En Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient ne fût-ce que la partie des campagnes électorales de toute la classe politique. C'est pour dire, si l'État dit, prenons les cas, une échéance électorale des députés nationaux. L'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $ plafond. L'État, pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés fois 100 000 $, c'est 50 millions de dollars. L'État prendra 50 millions de dollars à rembourser dans 5 ans 1 million de dollars par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1 000 $ par candidat aux élections. Mais comme cette loi aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais et qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne des pères fondateurs de notre société, de notre indépendance et le père fondateur de notre démocratie qui est Etienne Tshisekedi. Ça, c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. C'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, les combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantée, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'il y a le retombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je dois être très bref et sommaire, vous aurez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans le Conseil économique. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action mondiale, les programmes, les fonds monétaires, les programmes, oui, Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions, je crois, 7 de Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés
à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprendrez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due, au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration des climats des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration des climats des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez sur le climat des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que j'ai dit, vous donne l'économie. Ce sont les indices, les indicateurs. Ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation de nos enfants qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse une jeunesse des éponges qui doit absorber tout? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité des dangers et prendre son avenir en main, une jeunesse entatiste et observatoire. La question liée à l'éducation.
Dans d'autres pays, comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 70% de budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela qui nous a pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du directeur congolais qu'il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, l'école primaire est obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème du contenu du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés. Vous aurez quelle qualité de l'éducation, mes amis? Donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, les mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin que nous devons prendre en main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Les étapes du programme de développement
d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables, telles que demander si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent. Eh bien, c'est qu'on a fait. Les 6 étapes qu'on procède pour un projet de développement dans ces territoires n'ont pas été respectées techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est là les drames aussi tragiques et la tragédie. Les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir des millions de dollars comme garantie pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir des millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 millions qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État, comme l'opération rétrocommission. Donc, vous comprenez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté à quel taux, va faire augmenter les taux d'électricité à quel taux, taux d'électricité à l'eau potable à quel taux, on ne nous dit pas, on va réduire le chômage à quel taux, on ne nous dit pas. Donc vous allez comprendre que tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple des routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier bien entendu exécutif. C'est-à-dire que le Belge en foncier réseau fait partie de ce richesse à l'extérieur. De ce fait donc, cette richesse-là, ils ont conçu là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable des routes. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains, les désenclavements sur le fleuve ou l'eau ou la rivière, ou les désenclavements sur la route. Donc, les projets de 145 territoires sur les routes, donc, ils n'ont retenu que les routes de dessert agricole. Alors que dans la catégorisation des routes, vous avez les routes nationales telles que la route qui prend Banana jusqu'à Kumbashi, passant par les Kasaï, passant par les Bandoukou, c'est-à-dire les routes qui traversent tout le pays. Il y a les routes nationales, qui sont les routes de première nécessité, et les routes qui sont les routes provinciales et les routes locales. Donc, imaginez-vous, aucune route nationale réhabilitée, aucune route provinciale réhabilitée, ils vont aller réhabiliter les routes territoriales. En fait, dans leur idée, si on réhabilite les routes des desserts agricoles, dans chaque territoire, les routes provinciales seront désenclavées, les routes nationales seront désenclavées. Donc, vous comprenez que scientifiquement, c'est même bête. Donc, je vous ai dit que techniquement, ça ne se tombe pas. En réalité, il devrait y avoir un plan général de développement des infrastructures dans lequel on devait sortir de ces plans systémiques les petits projets sur les écoles, sur les routes et sur les hôpitaux. Donc vous avez compris que techniquement, juridiquement, scientifiquement, ça ne tient pas là. Les questions, on en a parlé également
la question des élections. J'ai pas les mots de la question des élections. La question des élections, je termine par là. Sinon, les restes des problèmes, vous allez... non, je vais après ça sur l'état de siège. La crise à l'Est et l'état de siège, et je termine. J'ai lu les résolutions, c'est ce que j'ai dit. La conclusion de cette analyse, des résolutions, et je serai à vous. Et pour les questions. En fait, la question de l'état de siège. Je suis maintenant à la question de l'état de siège. La crise à l'Est et l'état de siège. Vous savez que l'état de siège, je vais demander à mes services, où est l'autre femme là? Où sont les autres femmes? Il y a une femme qui a des il y a une femme qui a des graphies là. Alors mes chers amis, je vais vous présenter, je parle d'abord de l'état de siège. L'état de siège également est un échec. Suivez-moi. L'état de siège est un échec. Et je vais vous démontrer pourquoi un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estanie Jakira, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? 2390 blessés. En 1200, alors mais entre mai 2020 au mai 2021, ça quitte de 1222 à 1350. De mai 2022 au mai 2021 à mai 2022, 2563. La période de l'état d'urgence de mai 2021 au mai 2022, ça part de 50 à 2019 à 2563 morts. Or, l'état d'urgence avait pour objectif d'arrêter les morts. Donc, c'est un échec. Alors, parce que je vais vous lire les résolutions, la question de la crise est globalement, et vous allez revenir à la crise. Donc, permettez-moi de lire les résolutions, les conclusions et les résolutions pour passer au sujet des questions et réponses en français. Et je parlerai également à l'Igala d'une manière sommaire. Ouais. Alors, suivez maintenant de cette analyse, de tout ce que je viens de dire, dans les différents domaines, voilà les résolutions. Voilà les résolutions, mes chers amis, de tout ce qui vient d'être dit.
à la lumière de l'évaluation de notre parti sur la gouvernance du pays par le régime actuel au pouvoir, nous a permis de conclure que 1. Le pays va très mal et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est engagé dans la mauvaise direction. Il va tout droit vers sa désintégration, sa déchéance et le chaos. Le désastre sera plus grave qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout que tous les indicateurs sont au rouge. Le régime actuel au pouvoir est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et les auteurs que nous avons combattus avec notre père Etienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir les changements réels. 3. La rupture FCC-Cash, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec le passé. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs, des tristes mémoires. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, avec les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, le laxisme dans la gestion de la chose politique, le népotisme, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle. Il est un obstacle à la construction. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Etienne Tshisekedi Wamuluma, mon maître. Rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs. Un régime. Je disais ceci. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre les peuples. Qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie de résolutions. Les résolutions pour les mêmes, le pacte.
Première résolution du pacte. Le MLP, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et de Etienne Tshisekedi Lumumba conformément aux principes valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président, votre serviteur, l'honorable Fondion, appelé par le peuple congolais. N'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Parti martyr, parti miraculeux, et son président que vous avez qualifié, que vous appelez affectueusement bien le président, n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Par conséquent, le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande de son peuple et son attachement au combat de Lumumba et de Tshisekedi, aujourd'hui, il déclare se désolidariser de l'actuel régime. Le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande du peuple congolais et vu mon attachement, notre attachement à l'idéologie de Lumumba et de Tshisekedi, désolidarisant de l'actuel régime au pouvoir. Au regard de sa gestion calamiteuse et s'engage au contraire à les combattre vigoureusement aux côtés du peuple souverain par des voies démocratiques afin d'obtenir des changements réels au pays. Dès que l'on a souhaité par nos services et nos pères de la démocratie et de l'indépendance. Troisième résolution du MLP. Troisième résolution. Le MLP informe la communauté nationale et internationale de sa forte volonté, sa détermination et son engagement
irréversible de participer aux élections de 2023. Qu'il souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre mère patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections. La défense de notre patrie et de la démocratie a toujours été sacrée pour nous, surtout quand notre destin est menacé comme maintenant. 2. Le sentiment patriotique acquis nous pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation et l'occupation de notre pays par les forces étrangères, le Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Car le résultat de notre combat, vos sacrifices endurés, vous, notre peuple, et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face, les antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer. En nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme, du sensationnalisme qui sont des vecteurs anti-patrie et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs, de notre indépendance et de notre démocratie nous poussent à nous unir, nous rassembler autour de l'idéal, des programmes, des valeurs et des principes communs. Résolution maintenant au peuple congolais. Première résolution au peuple congolais, du MLP au peuple congolais. De rejeter Félix Antoine Tshisekedi et son régime. Première résolution au peuple congolais. Le MLP demande au peuple congolais de rejeter Félix Tshisekedi car il s'est écarté de la lignée du combat de notre père, son immortel Étienne Tshisekedi Wamouza. Deuxième résolution, d'accepter, de s'unir, de se pardonner
se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non autour d'un homme pour combattre, défendre la démocratie, le développement, la mère patrie menacée par des ennemis internes et externes. Troisième résolution du peuple congolais. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. J'ai dit ceci. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. Quatrième résolution. Toute planification de fraude électorale qui s'opère en vue d'obtenir un deuxième mandat et la majorité parlementaire par la tricherie. Cinquième résolution. Vous, peuple congolais, d'être aux aguets pour suivre les nouvelles informations et orientations qui lui seront données au regard de l'évolution de la situation politique, économique, sociale du pays. Résolution à la CENI. Je vais me limiter là-bas. Résolution à la CENI. Ça, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit, ces résolutions-là. Le MLP rappelle à la CENI que la volonté politique de la création de la Commission électorale nationale indépendante à telle que voulu par l'ensemble des participants en vertu de résolution et à sanctionner l'accord global inclusif était de rendre cette institution réellement indépendante, En conséquence, la CENI doit se conformer à la volonté contenue dans l'accord global et inclusif, acte fondateur de la Constitution actuelle, qui a créé une structure d'appui à la démocratie et non à tuer la démocratie. 2. Se rappeler que le résultat des 3 cycles des élections passées n'ont jamais été acceptés au regard des volumes et des contestations. Ces élections n'ont jamais été sincères, transparentes et c'était un véritable gâchis pour la République, un désespoir, un découragement pour les peuples et alors risque de réduire les taux de participation aux élections prochaines. De la sorte, nous recommandons à la CENI de mieux organiser l'ensemble des processus électoraux différemment des précédents et lesquels se doit être juste, régulier, périodique, fiable, crédible, honnête, sincère, libre, transparent et inclusif pour que le résultat soit accepté par tous. Le MLP recommande à la CENI d'écarter le vote électronique que notre peuple n'acceptera jamais, au risque de brûler le pays et de privilégier plutôt les votes manuels ou semi-électroniques. De tout faire pour organiser les élections dans le strict respect du délai constitutionnel. Aucun glissement ne sera toléré ni accepté, ni par nous-mêmes, ni par les peuples congolais. On est à la fin. Maintenant, les résolutions pour le gouvernement, je vais dire seulement une seule résolution par rapport à l'état de siège et les autres gouvernements. Pour le gouvernement, il y a beaucoup de résolutions, mais je dis ainsi une seule résolution. Sur l'état de siège, résolution, c'est la troisième résolution. Le chèque de l'état de siège, c'est le chèque d'un homme, sa politique et de son gouvernement, c'est le chef du président de la République, qui n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais, protéger les frontières suite à la mauvaise politique de défense et de sécurité. Je vous remercie.
Ma Mission TV, le miroir du monde.